President of the Federal Republic of Nigeria, Messieurs les présidents du Nigeria, du Bénin, du Niger et de la Guinée-Bissau se sont rencontrés cet après-midi à Abuja. Ces leaders ont revu la situation politique et sécuritaire dans la sous-région. En ce qui concerne la situation politique, les dirigeants ont passé en revue la transition au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Le président de la République du Bénin aura pour mission d'intervenir dans ces trois pays au nom de la Commission. Les différents membres ont réaffirmé leur engagement à œuvrer pour le maintien de la paix et de la démocratie dans la sous-région. En l'occurrence, dans ces trois pays, la transition doit se dérouler en concordance avec leur charte individuelle. Elle doit être équitable et inclusive dans chacun de ces pays. Les ressources adéquates seront fournies pour assurer la paix et la sécurité. Ainsi se présentent les résolutions prises par les leaders. La session de l'ordre, c'est la troisième phase du processus de sélection des récipiendaires qui ultérieurement seront reçus dans l'ordre. C'est une phase exigeante, non seulement de par son organisation, mais également de par son déroulement, qui consiste essentiellement à examiner les dossiers avec rigueur, impartialité et le dépassement de soi. De façon triennale, en effet, la grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin saisit toutes les structures à caractère public, ministères et institutions de la République, afin que ces structures, par le biais de leurs responsables en charge de l'administration et des ressources humaines, proposent pour décoration des candidats méritants, exceptionnels et intègres qui, par leurs actions au quotidien, ont contribué de façon remarquable au progrès économique et social de notre pays. Après la réception des candidatures provenant des différentes structures de l'État, la grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin collationne toutes les propositions et en fait un projet de décret qui, signé de la grande chancelière de l'Ordre national du Bénin et du président de la République, devient le tableau de concours. En principe, nul ne peut aspirer à une citation dans l'ordre s'il ne figure au préalable sur ce tableau de concours, hormis les décorations à titre exceptionnel. La relecture, c'est-à-dire le réexamen et la validation de ces outils d'évaluation des dossiers de candidature à la décoration. Cette opération de relecture collective est pertinente et nécessaire pour un faisceau de raisons. Elle permet en effet d'interroger la validité des critères utilisés par les conseillers jusqu'à présent, de proposer si nécessaire de nouveaux critères d'appréciation, d'harmoniser nos vues sur les critères retenus, d'être aptes à cerner l'essentiel dans l'étude des dossiers, de limiter les longs débats et les contradictions, de renforcer la confiance des populations en notre institution, son exemplarité, sa respectabilité, de rendre enfin dignes de quête nos distinctions honorifiques. C'est le 24 février 2022 que la guerre a démarré en Ukraine. Cette crise a plongé le monde entier dans une variété de risques sans précédent. Le président chinois Xi Jinping a proposé en avril 2022, soit 2 mois après la guerre en Ukraine, l'initiative pour la sécurité mondiale. Elle offre une nouvelle approche pour s'attaquer aux causes profondes des conflits internationaux et résoudre les problèmes de sécurité auxquels les pays sont confrontés. Il me plaît d'avouer sans équivoque que cette initiative pour la paix mondiale constitue une nouvelle opportunité pour la stabilité et la paix en Afrique et au monde entier. Le plus grand projet, c'est certainement le projet de pipeline, la construction de pipeline Niger-Bénin. Ce projet qui va prendre fin au mois d'octobre, comme prévu.
Alors, ce projet s'avance dans de bonnes conditions. À part les projets, nous avons aussi des autres sujets importants de coopération. Par exemple, l'année dernière, avec le Bénin, nous avons signé un accord pour l'exonération des taxes de douane de 98% des produits béninois exportés au marché chinois. Il ne faut pas oublier que la Chine n'est pas un pays concerné de cette guerre. Il n'a aucun intérêt à y tirer dans cette guerre. Et il a fait beaucoup d'efforts pour promouvoir la paix et le dialogue après la guerre. En 2011, la centrale nucléaire de Fukushima a connu plusieurs explosions à cause d'un séisme survenu au Japon. Pour le traitement, après l'explosion, on a créé 1 300 000 tonnes d'eau contaminée nucléaire. Le gouvernement japonais a décidé de rejet en mer au mois de juillet, ce mois-là, de ces eaux contaminées. C'est une décision unilatérale et irresponsable du gouvernement japonais. Cette décision consiste à rejeter les risques de contamination nucléaire sur toute l'humanité. La Chine et de nombreux pays s'y opposent fermement. Sensibiliser et attirer l'attention des investisseurs sur l'importance de la formalisation des relations d'affaires, informer sur l'importance de l'insertion des clauses CAMEC, ce sont entre autres objectifs de cette séance de sensibilisation organisée par le Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation CAMEC à l'endroit des membres de la Confédération nationale des employeurs du Bénin, CONEB. Cette séance d'information vise de façon spécifique à susciter l'adhésion des employeurs à préférer les modèles alternatifs de règlement des litiges, MARL. Notre rôle au niveau du CAMEC est de veiller, de faire de la sensibilisation, de veiller l'attention de tout et chacun, d'attirer l'attention sur les avantages qu'il y a à plutôt privilégier les modes alternatifs de règlement des litiges, ce que nous désignons généralement par les modes amiables de règlement des litiges. Ce qui est très important pour le CAMEC, c'est de plutôt vous sensibiliser à l'anticipation. Lorsque vous rédigez vos contrats, de penser déjà à ce qui pourrait arriver lorsque vous avez des litiges. Dans son allocution, le président de la CONEB a salué cette initiative qui accompagne les chefs d'entreprise tant sur le plan intellectuel, matériel que financier. Pour lui, la maîtrise des modèles alternatifs de règlement de litige permet de gagner du temps et surtout rester dans l'espérance dans le cadre des conflits commerciaux. Qu'est-ce qui nous arrive le plus souvent? Nous le savons. Petite entreprise en difficulté avec un co-contractant bien plus gros. Et si nous sommes sûrs qu'en enclenchant une procédure judiciaire, nous devrions pouvoir gagner, les calculs tout faits nous invitent à abandonner très vite. D'abord, le coût d'un avocat, la durée de la procédure et l'incertitude de la décision font que, bien souvent, nous sommes en position de gagner un procès, mais après ces quelques calculs, on se dit il vaut mieux perdre ce qu'on a perdu et aller de l'avant. Nous perdons du temps et de l'argent, alors que si nous savons que les modes alternatifs de négociation, de gestion des conflits existaient et qu'on en a la maîtrise, on pourrait en ce moment-là perdre moins d'argent, moins de temps et surtout rester dans l'espérance. Pour mieux passer le message, plusieurs communications sont inscrites à l'ordre du jour. Les participants à ce séminaire ont été outillés sur les modes de règlement à l'amiable et l'arbitrage, ainsi que sur leurs avantages.
William Ruto accuse l'opposition de saboter l'économie avec ses appels à manifester contre la cherté de la vie. Dans un bain de foule qui s'est offert à Isiolo dans l'est du Kenya, le président de la République a appelé à la fin de ces manifestations. Toutes les régions du Kenya unanimement disent non au sabotage de notre économie en recourant à la violence et à la destruction d'entreprises et des biens. Le Kenya est le seul endroit où nous nous sentons chez nous et nous devons le protéger par tous les moyens. Nous devons protéger notre démocratie, nous devons protéger la paix dans notre pays parce que c'est notre responsabilité à tous. Opposition et parti au pouvoir ne parlent plus le même langage depuis des mois et les conséquences sur le terrain sont visibles. Depuis plus de 4 mois, la police n'hésite pas à utiliser la force pour réprimer les manifestations de l'opposition, voyant dans ces marches une forme de contestation de la victoire du président Ruto à la dernière élection. De son côté, la coalition Azimio dit militer pour faire annuler les nombreuses taxes adoptées par le gouvernement. Des décharges comme celle-ci sont légion à Nairobi, la capitale du Kenya. Nombre de ces sites sont en fait remplis de tissus synthétiques de vêtements d'occasion provenant de l'étranger, de l'Union européenne notamment. Suzanne Kwamboka, mère de 2 enfants, passe en revue cette montagne d'ordures en quête d'habits à même d'être revendus sur le marché. C'est son gagne-pain quotidien. Je récupère généralement les vêtements qui viennent du principal marché d'occasion de Gikamba. Je les lave et j'essaie de les vendre dans mon quartier. Cependant, la plupart des vêtements sont de mauvaise qualité et ne peuvent pas être nettoyés. Ils se déchirent facilement et ne sont pas bons car personne n'en veut. Lorsque les balles des vêtements arrivent au Kenya, elles ne sont plus destinées qu'aux décharges. C'est ce qu'a affirmé un rapport de la Changing Market Foundation qui s'appuie sur les conclusions des groupes Wildlight et Clean Up Kenya. La plupart des vêtements sont généralement très vieux. Nous les jetons au lieu de les vendre, ce qui entraîne des pertes. Je voudrais leur demander d'emballer des vêtements de bonne qualité, notamment la catégorie 1. Les vêtements de catégorie 2 sont très vieux et usés et ne conviennent à personne. Fabriqués pour la plupart à partir de fibres synthétiques, ces articles constituent un réel danger pour l'environnement local. Lorsque ces vêtements sont donnés en Europe, les personnes qui les donnent, les citoyens de l'Union européenne, peuvent penser qu'ils font un geste de bonne volonté envers les pays pauvres comme le Kenya. Mais à un moment donné, ces dons sont devenus une industrie de plusieurs millions de dollars. Ces vêtements ont de nombreux effets sur l'environnement. Ils polluent les sols. N'oubliez pas que beaucoup d'entre eux sont fabriqués à partir de polyester, qui est essentiellement du plastique. Comme nous le savons, le plastique prend beaucoup de temps, beaucoup d'années pour se dégrader. Et il pollue donc nos sources d'eau. Pourtant, l'exportation des déchets plastiques est limitée par la Convention de Bâle, appelée contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination. À l'approche du scrutin présidentiel et législatif du 23 août prochain au Zimbabwe, l'opposition peine à exister. Privés des temps d'antenne sur les chaînes publiques et interdits de meetings, les candidats de la coalition des citoyens pour le changement ont opté pour une campagne de proximité. Sauf qu'à chaque déplacement, la police n'hésite pas à disperser la foule. Nous ne sommes pas du tout contents, explique cette femme, parce que nous voulons distribuer des tracts, mais la police nous empêche de le faire. Nous voulons faire connaître nos candidats à la population et nous voulons être enfin libérés de cette souffrance. En ce moment, nous n'avons même pas d'eau courante. 12 candidatures ont été enregistrées pour l'élection présidentielle, mais le duel devrait se jouer entre Nelson Chamisa et Emmerson Mnangagwa. Cependant, très peu de personnes au Zimbabwe s'attendent à un scrutin libre. Je n'ai jamais vu un candidat à la présidentielle aussi désespéré de gagner que Mnangagwa. C'est lié à la crainte de perdre le pouvoir et de voir l'avenir lui échapper.
Mais je doute qu'on assiste à des élections libres, équitables et crédibles. À mon avis, ces élections n'obtiendront pas un 2 sur 10. Le jour des élections, nous allons malheureusement assister à une nouvelle élection contestée. L'histoire se répète. Come election day, we're in for another disputed election. It's history repeating itself, sadly. Au-delà d'une majorité, le président Mnangagwa aura besoin d'une forte participation à ce scrutin pour être conforté à la tête de son pays, selon certains observateurs. Des bombardements et des tirs d'artillerie assourdissants ont secoué jeudi Khartoum et El Obeid, ville stratégique à 350 km au sud de la capitale soudanaise. Des tirs d'artillerie ont visé les bases des paramilitaires des forces de soutien rapide FSR qui ont répondu par des tirs anti-aériens selon des habitants d'El Obeid. Dans le sud de Khartoum, des témoins ont fait état de 3 raids aériens et d'explosions terrifiantes tôt dans la matinée. Mercredi, dans la capitale, l'armée a accusé les FSR d'avoir bombardé au drone un quartier résidentiel faisant 14 morts et 15 blessés parmi les civils. Depuis le 15 avril, la guerre pour le pouvoir entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah el-Burhan et les FSR du général Mohamed Hamdan Daglo a fait 3000 morts et plus de 3,3 millions de déplacés et réfugiés. De son côté, la Cour pénale internationale a ouvert une nouvelle enquête pour crimes de guerre au Darfour. Karim Khan, le procureur de la CPI basé à La Haye, a appelé à ne pas laisser l'histoire se répéter. Un ressortissant chinois poursuivi pour racisme et exploitation d'enfants a été condamné jeudi à 1 an de prison par un tribunal de Lilongwe. Luke doit quitter le Malawi dans un délai de 7 jours. Le Chinois arrêté l'année dernière a déjà purgé la totalité de sa peine, justifiant ainsi sa libération immédiate. Le Chinois était accusé d'avoir filmé des enfants en train de chanter des slogans racistes les concernant, le tout en chinois, une langue qu'il ne comprenait pas, puis d'avoir vendu les vidéos sur les réseaux sociaux chinois. Des agissements condamnés par l'ambassade de Chine au Malawi qui, dans un communiqué, faisait part de la tolérance zéro de Pékin contre le racisme. Luque avait fini par verser une compensation financière aux victimes, dont la somme n'a pas été révélée. Il avait été arrêté en juin 2022 en Zambie pour entrée illégale après avoir fui le Malawi. Il avait ensuite été extradé. Un jour après l'explosion non encore élucidée survenue dans le centre-ville de Johannesburg, la police et les équipes d'urgence continuaient jeudi de passer les lieux au peigne fin. Un corps a été retrouvé très tôt et 41 blessés ont été enregistrés. Les enquêtes n'ont pas encore révélé la moindre cause de cet accident. En attendant, la zone de l'explosion est fermée au public. Il ne s'agit pas d'éviter des pillages, il s'agit de garder cette scène sous protection, de sorte à ce que les gens qui n'ont pas le droit d'y être ne s'aventurent pas ici. Et qui sait si nous n'aurons pas une autre explosion dans laquelle nous pourrions perdre des vies. Nous essayons donc de tenir les gens à l'écart de cette zone et de permettre aux experts qui viendront travailler ici de le faire et de réhabiliter cet endroit ou de déclarer la zone sûre avant que nous puissions permettre aux gens de se promener à nouveau. Des témoins ont fait état d'odeurs chimiques et de vapeurs s'échappant du lieu de l'explosion, soupçonnant des fuites de gaz. Egoligaz, une entreprise de distribution de gaz naturel par canalisation qui dessert plus de 8500 clients dans l'agglomération de Johannesburg, a aussitôt publié une déclaration sur Twitter dans laquelle elle estime que l'explosion ne serait pas due à une fuite de gaz, ajoutant qu'aucun câble de son réseau n'avait été endommagé par l'explosion. Le ministère sud-africain des Relations internationales a organisé une conférence de presse sur la présidence des BRICS jeudi à Johannesburg suite à l'annonce de l'absence du président russe Vladimir Poutine au sommet du mois d'août.
Le directeur général adjoint pour l'Asie et le Moyen-Orient, Sherpa des BRICS, Anis Soukal, a déclaré aux journalistes que Vladimir Poutine assistera virtuellement au sommet. Nous pourrions arriver à la conclusion que oui, le président Poutine comprend le dilemme auquel l'Afrique du Sud est confrontée, mais qu'il ne veut pas compromettre le sommet. Il ne voulait pas créer de problème pour l'Afrique du Sud et c'est là la force de la coopération des BRICS, le fait que nous puissions avoir ce type de maturité et de solidarité dans cette relation et garantir que nous ayons un sommet très réussi en Afrique du Sud avec la participation virtuelle et que toutes les questions que nous avons mises à l'ordre du jour soient discutées collectivement. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré mardi que toute tentative d'arrestation du président russe Vladimir Poutine lors de sa visite dans le pays le mois prochain serait une déclaration de guerre avec la Russie. Toute tentative d'arrestation du président est une déclaration de guerre, c'est un fait avéré. Le fait que le président mentionne cette déclaration n'a rien de dramatique. Deuxièmement, il n'existe aucun précédent dans l'histoire de l'arrestation d'un chef d'État en exercice dans un pays étranger. Si vous faites cela, vous devez donc considérer que toutes les options sont sur la table pour le pays dont vous arrêtez le président. Si vous reliez les deux, la déclaration de Moscou et le précédent dont je parle, notre président, en disant cela dans sa déclaration, sous serment, fait preuve de pragmatisme, à mon avis. Cette décision de Vladimir Poutine met fin à des mois de spéculation sur une possible arrestation en Afrique du Sud, signataire du traité de Rome, à l'origine de la création de la Cour pénale internationale. En Libye, la ville d'Ajdabiya a été inondée après l'explosion d'un canal de la grande rivière artificielle jeudi. De nombreuses maisons et fermes en ont fait les frais dans la zone de Zouetina. Selon Salah Al-Sadi, porte-parole du projet, la fuite serait due à des fissures apparues dans les tuyaux causés par des branchements illégaux, au vol de vannes d'air et de câbles de protection en cuivre. Il a également suggéré que la fuite était estimée à environ 500 000 mètres cubes. L'eau a été coupée dans toutes les localités situées entre les villes de Benghazi et d'Ajdabiya pour une période indéterminée. Selon le porte-parole du projet, les équipes de maintenance ont toutefois réussi à contrôler la fuite. La conduite d'eau d'Ajdabiya fait partie de la grande rivière artificielle, un réseau de canalisation et d'aqueducs souterrains qui achemine l'eau douce depuis d'anciennes nappes aquifères non renouvelables du bassin de Nubie, dans le Sahara, jusqu'à la côte libyenne. Ce projet programmé sur 25 ans, fruit de la volonté d'autosuffisance alimentaire de l'ex-dirigeant Muammar Kadhafi, devrait permettre l'acheminement de 6,5 millions de mètres cubes d'eau par jour dans le pays. À la Somerset House à Londres, une nouvelle exposition intitulée La Vénus noire captive l'attention. L'exposition tente d'effacer les clichés sur la femme noire qui l'ont pendant longtemps présenté comme un objet sexuel. Plusieurs artistes se sont assignés cette tâche sous la houlette d'Andrea et Melifé. Vénus noire est une exposition qui se penche sur les représentations historiques des femmes noires dans l'art visuel, mais aussi chez les artistes contemporains qui se réapproprient ces stéréotypes étriqués sur les femmes noires avec leurs propres œuvres. L'exposition explore les récits complexes de la féminité noire à travers le prisme de 3 représentations d'archives de femmes noires, la Vénus Hottentote, la Vénus de sable et la Jézabel datant de 1793 à 1930. J'ai pensé à la Vénus Hottentote qui raconte l'histoire d'une femme sud-africaine, Sarah J. Bartman, qui a été emmenée en Europe et a fait l'objet d'une tournée en tant qu'attraction pour montrer sa différence et son hypersexualité. Pour moi, ce fut là l'un des points de départ de l'exoticisation et de la fétichisation des femmes noires dans l'art et dans la culture visuelle. L'exposition comprend des œuvres de 18 femmes noires et artistes, plus de 40 photographies contemporaines. Tout aborde différemment l'histoire des femmes noires, célèbres dans plusieurs domaines, mais dont l'histoire a souvent volontairement été omise. Je pense qu'il y a beaucoup d'émotions chez ces artistes. Il y a un sens de la protestation dans certaines œuvres. Il y a une œuvre incroyable de Renée Cox intitulée Hottentote et vous verrez qu'il y a cette sorte de regard vraiment conflictuel, presque interrogatif. Et cette sorte de regard historique qui est posé sur le corps des femmes noires tout au long de l'histoire. Mais il y a aussi de la célébration dans beaucoup d'œuvres, une sorte de célébration de l'étendue de ce qu'est la féminité noire.
Après ses débuts en 2022 au Photographiska de New York, la Vénus noire présente une nouvelle version des thèmes à Somerset House avec plus de 19 nouvelles œuvres et 6 artistes basés au Royaume-Uni jusqu'au 24 septembre prochain.